Ah, c'est très complet comme danse, hein. Quelle aisance, j'adore. Bravo. Alors, montre-moi un peu les pas basiques du Frevo. Le premier pas, Ouais. pointe Ponta. et talon. Attends, tu joues avec les bras en plus, là. Oui, sur le talon, tu changes. D'accord. Et on change de côté. C'est ça. Et maintenant, tu sautes. Petit saut. Attends. Maintenant, les deux. Oh là là. C'est tonique hein, comme danse quand même. Hein. Et un autre pas, Ouais. tu croises et tu ouvres. Comme ça. Voilà. Isso. Waouh. C'est beau. Super. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Bon dia, comme on dit ici. Cette semaine, j'ai la grande joie de vous emmener au Brésil et de vous faire découvrir la région du Nord-Est, vaste comme 3 fois la France, sauvage avec plus de 3000 km de littoral, des plages paradisiaques, bordées tantôt de dunes, tantôt de végétation luxuriante et authentique, avec notamment ces villages de pêcheurs ou encore ces édifices du XVIe siècle. Bref, une région mal connue qui va vous faire vibrer, qui va vous émerveiller et qui va peut-être même vous toucher. J'en suis même convaincu. Et alors Gabi, raconte-moi un petit peu, quelle est l'origine du Frevo ? Le Frevo est un mode d'expression qui est né à la fin du 19e et au début du 20e siècle. C'est une danse, mais aussi une musique. En fait, c'est une expression globale. Et cette danse a été très influencée par la capoeira. En fait, ceux qui pratiquent le Frevo, c'était la classe ouvrière de la ville de Recife. Et dans cette période post-abolition, la population noire, qui vivait dans les rues ou qui venait pour faire du commerce, a créé le Frevo pour dissimuler la capoeira. Parce que la capoeira était une forme de lutte interdite par le gouvernement. Le Frevo a donc permis de contourner l'interdiction pour pouvoir continuer à danser et à s'exprimer. D'accord. Le Frevo s'est maintenu et il est bien vivant. Le Frevo donne le sourire, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, soyez donc les bienvenus au Brésil, dans le Nord-Est. Bem-vindo à Chapéu. Chapéu, Chapéu. Aujourd'hui, ce n'est pas un bon jour pour apercevoir des requins, parce qu'ils sont en vacances. Bon, bah j'ai de la chance, hein. Jérôme Pitorin nage en plein bonheur. Ici, à Bahia, c'est normal. C'est la tradition de venir à la plage, d'y manger, de profiter de la mer. Le Nord-Est va lui en mettre plein la vue. C'est complètement hallucinant ce paysage. C'est incroyable. Un autre Brésil, Le trek de la vallée de Pati est considéré comme l'un des plus beaux treks du Brésil. vertigineux Regardez là, on est sur le sommet de la vallée. Devant nous, il y a le Mont Blanc. et ressourçant. La vallée du Capão, c'est une vallée enchantée, magique. Et c'est ça que les gens y cherchent, cette connexion avec la nature profonde. Une identité et une culture très riche. Oui, tout à fait. Ces marionnettes représentent nos métissages, notre diversité. Ici, tu as un condensé de tout ça. La cuisine ici, c'est sacré. C'est religieux. C'est plein d'énergie. C'est partager des bons moments. Jusque dans l'assiette. Tu aimes? C'est un goût que je ne connais pas, une saveur que je ne connais pas. Bem-vindo ao Brasil! Nous sommes ici à Recife, avec la mer d'un côté, le fleuve de l'autre, les sculptures de Francisco Brenan. Et là, nous arrivons sur la place du kilomètre zéro. Ah ah. Cette place, qu'est-ce qu'elle représente ici pour les Récifiens? C'est le point zéro de la ville, l'origine de tout, où on commence à compter les distances. Et cette place
est un endroit très important historiquement. C'est devenu un lieu de célébration et de rencontre. Ici aussi, Recife, c'est quand même la ville par laquelle sont arrivés les colons européens. Oui, cette place a vu arriver plusieurs vagues d'immigration. Beaucoup d'esclaves sont arrivés d'Afrique et se sont mélangés avec les indigènes déjà présents. C'est une région de résistance, en plus d'être un endroit de longue occupation européenne. C'est ce qui fait notre mélange et ce que nous sommes aujourd'hui, tant au niveau de l'architecture de la ville qu'en termes culturels avec notre danse ou notre musique. Ce mélange est bien présent. D'accord. Ici, nous avons la première synagogue des Amériques, construite par les Hollandais au XVIIe siècle. Tu peux lire sur la plaque qu'autrefois elle s'appelait la rue des Juifs. Mais en 1654, elle a été renommée rue de Bon Jésus au moment de l'expulsion des Hollandais. Et cette communauté juive expulsée est partie aux États-Unis et a fondé ce qui deviendra New York. D'accord, donc quand tu dis des Amériques, ça veut dire l'Amérique du Nord comprise. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, alors est-ce que cette communauté existe toujours? Il y a toujours des Israélites ici? Ici, plus de 60% des gens se déclarent chrétiens, mais il existe également 1 ou 2% qui sont juifs. Et la synagogue continue à être un témoignage et un souvenir de la présence juive dans la ville de Recife. Donc c'est important. Bien sûr. Et Gabi, est-ce que tu m'as déjà vu lorsque je portais les cheveux longs? J'étais plus jeune, non, t'as jamais vu? Tu veux que je te montre? Bien sûr. Ouais, tiens, viens voir. Regarde, j'avais à peu près cette tête-là, tu vois. Pas mal, non? J'aimais bien ce côté un peu brillant, tu vois. C'était entre Claude François et la coupe Crazy Horse. Mais ça marchait bien à l'époque, tu sais, c'était à la mode. Hein. Il y a plein de petits commerces, là, des affûteurs, des coiffeurs en pleine rue comme ça. Oui, nous sommes dans le centre de Recife, c'est le quartier São José, avec son marché. D'accord. Et son architecte français s'est inspiré du marché de Grenelle à Paris. Ah oui, c'est vrai que ce type de halle, on a ça en France, en effet. On voit encore l'influence des colons, hein, les Portugais, les Hollandais, les Français. Il y en a eu beaucoup ici. Hein. Je t'ai emmené ici pour goûter un gâteau typique de la ville. C'est le bolo de rolo. Guilherme, on peut en goûter un? Bien sûr. C'est ça? Oui, ce gâteau est fait de fines crêpes enroulées avec de la pâte de goyave. Moi, j'adore ça. Tu aimes? Somptueux, c'est moelleux. C'est bon. Ici, le rolo nous rappelle des souvenirs, comme le goûter chez notre grand-mère. Ça nous rappelle notre enfance. Ouais, c'est très agréable à manger en tout cas. C'est un peu addictif, hein, faut se méfier. Hein. Merci, obrigado. Je vais mettre ça dans mon sac. Hein. Gens du monde entier, prêtez-moi votre attention. Je vous déclame mon cordel avec émotion. Tiens, c'est Sophie, une amie. Il faut que tu fasses sa connaissance. Elle est française et elle s'est installée ici. Ah, mon ami, comment vas-tu? Bien. Bonjour, Jérôme. Bonjour, tout va bien? Oui, donc tu es française, c'est ça? Oui. Oui, elle est française. Elle déclame des poésies à partir de cordel qu'elle écrit elle-même. C'est quoi le Cordel. C'est quoi le cordel? Le cordel, c'est une littérature populaire ici, une poésie populaire. Tu peux regarder? Ouais. Cordel, pourquoi ça s'appelle comme ça? Ça veut dire quoi? Puisqu'avant, c'était accroché sur des petites cordes dans les marchés publics. C'est une tradition qui vient du Portugal, qui est arrivée avec les premiers colons. Et comment ça c'est que tu t'es intéressé à cette poésie-là, justement? La poésie m'a toujours intéressée et ce format d'une poésie populaire qui désacralise le livre, qui rend vraiment plus accessible l'expression de soi, de la poésie et des cultures m'a passionnée. Ça a été beaucoup utilisé pour alphabétiser les enfants
Et aujourd'hui, ça s'adresse aussi bien aux enfants par des histoires drôles qu'à un public beaucoup plus intellectuel, puisqu'on a des cordelles biographiques, par exemple. C'est vraiment pour tout public, tout âge. On trouve de tout dans les rues de Recife, du coiffeur qui n'a pas de salon aux jeunes femmes qui déclament de la poésie. C'est chouette. Bon, bah écoute, bonne continuation à toi alors. Salut. À la prochaine, mon ami. Ciao. Sua cultura, seu povo, sua história, tradição. Alors, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va marcher entre les plots. Dès 5 h du matin, les plages du Nord-Est accueillent leurs premiers visiteurs. Des sportifs qui profitent d'une température encore agréable pour s'activer. C'est aussi l'heure à laquelle Isis donne rendez-vous à ses élèves pour un entraînement d'altina, un sport de plage typiquement brésilien. L'altina, c'est un sport qui se joue en cercle, comme vous pouvez le voir. C'est un sport collectif. Le but du jeu, c'est de garder le ballon en l'air en le touchant avec toutes les parties du corps, sauf les bras et les mains. L'altina est au Brésil ce que le cricket est aux Anglais. Un sport connu, mais qui n'est joué que par des Brésiliens. En compétition, ça se joue à 4 et il faut obligatoirement une femme dans chaque équipe. Créé dans les années 60 à Rio par des jeunes en manque de terrain de foot, ce jeu de ballon très simple a l'avantage de pouvoir se jouer n'importe où. Confortable et surtout gratuite, les plages sont vite devenues le terrain de prédilection de ce sport. J'aime bien ce sport parce que ça rend tout de suite la journée plus heureuse. Là, je vais partir au bureau. C'est très bon pour la santé de se réveiller tôt. Tu sens que tu utilises ton temps de la meilleure façon possible. Urbaine et populaire, majestueuse et sauvage, les plages du Nord-Est s'étendent sur 3000 km de côte et occupent une place très importante dans la vie des Brésiliens qui y vivent ou qui y passent leurs vacances. Dans une région où il fait beau toute l'année, la plage, c'est un peu comme une pièce en plus dans la maison. Ici, à Bahia, c'est normal. C'est la tradition de venir à la plage, d'y manger, de profiter de la mer. On y croise facilement des personnalités étonnantes, comme Martina, vendeuse ambulante sur la plage Porto de Barra. Cette plage, Martina la connaît comme sa poche. Elle y fait son entrée tous les midis, à l'heure où les estomacs commencent à s'agiter. Malgré l'animation générale, personne ne peut ignorer sa présence. Venez goûter mes plats savoureux! Ils sont délicieux! Allez mon grand! Tu veux goûter? Tu me diras ce que tu en penses? Dans la bara, je mets des haricots, des oignons, des crevettes et du gingembre. Et c'est délicieux. Cette plage est considérée comme la plus belle de Salvador. Elle est très mixte. Il y a toutes sortes de gens, de toutes les classes et origines. Les gens ne viennent pas que pour manger. C'est un très bel endroit. Cette plage représente tout pour moi. La mer est merveilleuse. Le coucher de soleil est sublime. Ça représente tout pour moi. Sur ces plages du nord-est brésilien, les journées, rythmées par les allées et venues de l'océan, s'étirent doucement jusqu'à la nuit. Mais pour certains habitants du littoral, vivre en bord de mer, c'est surtout une invitation au large et à l'aventure. Dès que les conditions météo sont bonnes, Gustavo, Luis et Luca se retrouvent à l'aube sur une plage sauvage et déserte.
Au programme ce matin, quelques étirements avant de se lancer à l'eau sur des paddles équipés de cannes à pêche. Ici, nous avons 2 cannes à pêche avec 2 moulinets différents, un gros et un petit. Et les 2 sont équipés de leurres artificielles. Pour moi, la mer est une thérapie. Quand il y a des vagues, je vais surfer. S'il y a du vent, je fais du kitesurf. Et quand il n'y a ni l'un ni l'autre, je pêche avec mon paddle. Sportifs aguerris, les 3 hommes pratiquent le paddle depuis longtemps. Mais c'est Gustavo qui a eu le premier l'idée d'associer ses passions de la pêche et de la glisse. Avant, je faisais du paddle, mais quand il n'y avait pas de vagues, c'était monotone. Du coup, j'ai eu l'idée de rajouter une canne à pêche. Et maintenant, on sort pour rester en forme, et avec de la chance, on peut même ramener en plus du poisson pour le dîner. En laissant traîner leur ligne une quinzaine de mètres derrière eux et en pagayant à vitesse constante, le leurre peut faire son travail. Imiter au mieux un petit poisson appétissant. Et ça marche. Façonnées par l'océan Atlantique, ces plages sont essentielles dans la vie quotidienne des Brésiliens. Jérôme, aujourd'hui je t'emmène à Olinda. C'est la ville sœur de Recife. On va visiter son centre historique que l'on appelle la ville haute de Olinda. Elle est très intéressante à découvrir. Plein de jolies choses à voir. Et alors Gabi, tu m'as pas dit comment tu as découvert toi le frevo? Qu'est-ce qui t'a passionné dans cette danse? Mon histoire avec le frevo a commencé dans la rue. Petite, mes parents m'emmenaient au carnaval. Je voyais ces gens qui dansaient, toute cette effervescence. Et comme j'étais une enfant qui avait la bougeotte, ça m'a plu. À mes 7 ans, je suis rentrée à l'école de frevo. Et avec le temps, la maturité, je me suis passionnée pour ce mode d'expression. Super. À Olinda, c'est un carnaval de rue. On y trouve du frevo, beaucoup d'orchestres, des danses en ronde. Donc je vais peut-être avoir l'occasion de te voir danser avec ta compagnie de danseurs. Bien sûr, on va danser le frevo. Nous voilà dans la ville haute de Olinda. D'ici, on peut voir la mer, la plage et cette vue de Recife. Elle est incroyable cette vue. Oui, on peut voir que Recife est beaucoup plus vertical que Olinda. Et que la vieille ville d'Olinda est plus arborée. Ah, c'est magnifique, hein. C'est assez rare d'avoir une vue aussi panoramique sur une ville. Pas mal d'édifices religieux, on voit les clochers un petit peu partout dans le village. Il y a beaucoup d'églises ici. Ça, ce sont les géants du carnaval. Ouais. Ce sont des marionnettes géantes. Maintenant, je vais te montrer leur maison. Je voudrais aussi te présenter Maître Silvio qui les fabrique. Ah, génial. Ah, c'est sympa, hein. Il y a de l'ambiance. Salve, salve, Capiba! Oh là là! Ces marionnettes représentent des célébrités, des personnages du carnaval, ou bien issus de notre culture populaire. Ceux-ci sont encore plus grands. On peut se mettre dedans? Alors, ah ouais! On met les pieds dans les pieds du géant. Bonsoir. Et tu peux appuyer ta tête ici. Ouais, je vois, on pose sa tête en haut, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont manipuler cette marionnette pendant toute la durée d'un carnaval. C'est sûr qu'il faut une bonne préparation physique pour porter tout ça. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir la différence des traits du visage, des morphologies, de la couleur des peaux, en fait. Oui, tout à fait. Ces marionnettes représentent nos métissages, notre diversité. Ici, tu as un condensé de tout ça.
Oh, c'est le président, c'est Lula, ça. C'est Lula, notre cher président. Qui est revenu. Ah, je vois que ça s'affaire là-bas. Salut! Voici Maître Silvio et son fils André. Jérôme, enchanté. Enchanté. Silvio, je voyais que vous étiez en train de peaufiner une partie qui n'a pas l'air très désagréable à travailler, j'ai l'impression. Elle est plutôt agréable à travailler, je le reconnais. Au travail, né? Comment t'es venue l'idée de dire, tiens, je vais faire de la sculpture de géants et ça va être mon métier? Non, métier. Ce n'est pas un métier, c'est un amusement. Uma brincadeira. Nascido em Olinda. Quand tu nais à Olinda, tu baignes dans la culture carnavalesque. A partir do nascimento do homem da La première fois que j'ai vu les géants, l'homme de minuit et la belle de jour, j'étais fasciné. Cet homme immense qui marchait dans les rues. Et toi, tu étais tout petit. Je n'avais que 5 ans. Aujourd'hui, après 50 ans de métier, j'ai créé plus de 1600 marionnettes géantes. Incroyable. Para o carnaval. Pour le carnaval, pour des mariages et même pour des enterrements. Ah ouais, d'accord. Donc elles font partie de la culture, pas uniquement pour les festivités. Alors je savais pas ça. Écoute, très sincèrement, je suis admiratif de votre talent et de votre travail à tous les deux parce que je trouve que c'est très beau et en même temps, ça fait rêver. Voilà, donc merci pour ça. Maintenant, Jérôme, je voudrais t'inviter à danser le frevo avec mes amis. Ah, mais c'est super! C'est une répétition alors? Ça te va? Ah oui. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Hello les amis! Boa tarde. Je fais un bonjour collectif. Hein. Voici ma compagnie de danseurs de frevo de rue. Ouais. Et on s'amuse comme au carnaval, parce que le frevo se célèbre toute l'année. Puis avec les géants là derrière nous. Alors, est-ce qu'il y a un message derrière cette expression artistique? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la résistance même peut-être? Je danse le frevo et je l'étudie également. Et concernant l'idée de résistance, comme disait un de mes maîtres, je ne peux pas vivre sans joie. Je pense donc que c'est déjà une forme de révolte ou de résistance que de faire la fête, de célébrer. Le frevo parle précisément de cela. Et ça te parle, c'est quelque chose aussi qui vit en toi, cette résistance. Clairement, ça me passionne. Moi, j'ai envie de vous voir danser maintenant, hein, de vous voir à l'œuvre. Hein. Merci pour toute cette joie que vous donnez. C'est un vrai bonheur. Bravo! À l'image du frevo et comme un morceau d'Afrique en Amérique latine, la région vit au rythme de cet héritage culturel. 80% des habitants du Nord-Est descendent des esclaves arrivés au Brésil entre le XVIe et le XIXe siècle. C'est dans les quartiers populaires que les traditions sont les plus visibles. Plusieurs fois par semaine, des groupes d'hommes s'y retrouvent pour animer les rues au son du berimbo, l'instrument principal de la capoeira. Ce matin, ces 4 maîtres de la discipline s'installent au cœur d'une place pour pratiquer la capoeira Angola. La variante la plus ancienne et la plus lente de cette danse de combat arrivée d'Afrique avec les esclaves.
Ici, c'est l'emplacement idéal pour partager ce savoir et être vu par la communauté. La population, les gens qui habitent ici, les gens du ghetto, viennent nous regarder quand on fait de la capoeira dans le kiosque. Dans le Nord-Est, la capoeira représente plus qu'une inspiration culturelle. C'est aussi une philosophie. Cet héritage, c'est notre richesse. Ça nous permet de travailler notre équilibre émotionnel, notre équilibre psychologique et notre équilibre physique. La capoeira, en plus de cette philosophie du mouvement et de la parole, permet de mieux gérer ses émotions et de prendre soin de soi. La capoeira Angola est le symbole de la lutte pour la résistance du peuple africain. C'est très important que cette résistance perdure, car c'est pas facile. On doit continuer à s'entraîner ici pour faire avancer cette prise de conscience. Longtemps interdit par les colons, cet art se transmet pour ne pas oublier combien le chemin vers l'abolition de l'esclavage a été difficile au Brésil. Mais le combat des Afro-Brésiliens, toujours victimes de discrimination dans la société, est loin d'être terminé. Chaque année, le 20 novembre, des manifestations ont lieu partout dans le pays pour célébrer la journée de la conscience noire. Des cortèges festifs et engagés qui rendent hommage au combat des ancêtres et demandent plus d'égalité pour cette communauté. C'est la date que Zumbi de Palmarès, c'est un martyr de l'indépendance de Black à Bahia. C'est la date de sa mort. C'est extrêmement politique publique pour les femmes, politique publique pour les jeunes, pour avoir un peu d'espace dans la société, insertion sociale, sinon on n'a pas d'espace. Après l'élection de Lula face à Bolsonaro, cette journée de la conscience noire est aussi l'occasion d'exprimer un vrai soulagement. On essaye de faire en sorte que les gens, la population locale soient sensibilisés en fait à ce mouvement-là, à travers la musique, à travers l'art et du coup moins à travers la mode. Le fait que Lula se soit réélu, en fait, on a un nouveau départ pour plus de paix dans le Brésil, plus d'égalité. Depuis son arrivée au Brésil il y a 4 ans, ce styliste franco-camerounais ne manque jamais ce rendez-vous. Après plusieurs heures de marche, le cortège se rapproche de la statue de Zumbi de Palmarès. Cet esclave qui s'est rebellé contre le système au XVIIe siècle est une icône du mouvement noir afro-brésilien. Le fait d'avoir cette statue-là, ça nous rappelle en fait. Ça nous rappelle l'histoire du Brésil. Et l'histoire qui souvent a été effacée, qui n'est pas forcément racontée dans les livres d'histoire à l'école au quotidien. Donc sans cette statue-là, sans des symboles forts, en fait, ces histoires-là auraient pu disparaître. C'est ce mouvement noir qui a réussi à préserver notre culture, à transmettre notre culture africaine. Et nous sommes très fiers d'être. Moi j'adore mon africanité. Même s'il reste beaucoup à faire, un vent meilleur souffle aujourd'hui sur la communauté noire du Nord-Est. L'espoir d'une société moins divisée sur la couleur de la peau, où l'africanité n'est plus vécue comme un frein, mais comme une force et une fierté tournées vers l'avenir. Ça faire par ici. Bon dia. Bonjour. Comment ça va, Savio? Tout va bien. Ça va bien? Grâce à Dieu. Bon, tu es en plein boulot. Tu es en train de construire une jangada? Oui, une jangada, un radeau moderne. Anciennement, ils étaient faits avec des troncs. Ah, avec 6 troncs. D'accord, donc ça veut dire qu'à l'origine, c'était un peu une base de radeau avec une voile. Plus ou moins, oui. Celui-ci est fait avec plus de technologie qu'auparavant. Avec cette forme, on dirait un peu un bac. Mais on appelle ça jangada.
Alors, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu me montres un de tes bateaux terminés. Tu en as ici, là, aux alentours? Oui. D'ailleurs, on a quelques embarcations qui sont prêtes à aller à l'eau. Il faut juste les tester avant. D'accord. On y va? Allez, on y va, super. Bon courage. Donc ça, c'est ta jangada. Elle n'est même pas recouverte intégralement de peinture. Et alors, a priori, il y a un mât central, c'est ça? Avec une voile comme celle qu'il y a là? Oui, les jangadas au Brésil, on n'en trouve que dans la région du Nord-Est. Elles ne polluent pas, ne font pas de bruit et naviguent très bien. Donc là, l'idée, c'est que tu veux le tester et le mettre à l'eau, c'est ça? Oui, on va le faire à la force des bras. Oh là là. Bonjour, amigo. Voilà nos amis qui sont là. Bon, c'est très bien. Allez. Sur les rondins. Ça va? T'es pas au bout du rouleau, ça va? Tu nous envoies une carte postale quand t'es arrivé. Bon courage. Ah, il est courageux hein, quand même, hein. C'est pas tout près, hein, la Bretagne. Hein. Elle a l'air de flotter à la perfection, là. Est-ce que tu es content de ton test? Parfait, parfait, il est prêt pour naviguer. D'accord, donc juste quelques finitions et puis il va pouvoir aller rejoindre tous les autres. Combien il reste d'ailleurs de jangada ici? Ici, il existe aux alentours de 150 jangadas. Mais non, c'est incroyable. De nos jours, comme la demande en poissons a considérablement diminué, les pêcheurs se sont reconvertis dans le tourisme. Et ce sont eux qui nous ont appris à faire des radeaux et l'art de naviguer. En contrepartie, nous, les plus jeunes, plus au courant de la technologie, nous vendons nos services sur Internet. Alors, toi, comment tu es tombé amoureux de ce bateau? Comment tu t'es dit un jour, tiens, je vais fabriquer des jangadas? Mon père fabriquait déjà des jangadas. Depuis tout petit, je baigne dans cet univers. Donc c'est quelque chose qui grandit en nous. On fait des balades, on tombe amoureux de la nature, on apprend à la préserver et on aime de plus en plus cette activité. Et maintenant, je voudrais t'inviter à sentir cette sensation merveilleuse de naviguer avec une voile. On y va? Allez, on y va avec grand plaisir. Savio, il y a beaucoup de monde, c'est très fréquenté cette station balnéaire là. Et alors comment vous arrivez à préserver ce lieu avec autant de population, autant de monde, autant de touristes, autant de bateaux? Nous, les jangadeiros, nous sommes les principaux superviseurs. On est 84 au total. On surveille l'endroit scrupuleusement tous les jours. On collabore avec la mairie locale, mais c'est nous qui avons le plus besoin de cet écosystème. C'est à nous de le préserver le plus possible. Et seulement 4% du banc de récif est accessible au public. Voilà, c'est notre embarcation. Ah, il y a ton nom dessus. Hop. Jérôme, je te présente Bello. C'est le commandant de notre bateau. Super. Commandante. Là, c'est agréable. Là, on navigue à la voile. On sent vraiment qu'on est porté par le vent. Est-ce que d'ailleurs, à l'époque, les pêcheurs, lorsqu'ils pêchaient avec ces embarcations-là, est-ce qu'ils pouvaient aller un peu plus au large encore? Oui, mon père et sa famille ont beaucoup pêché au large. Les jangadas avaient des voiles beaucoup plus grandes. Elles partaient pendant 8 jours. Alors, ils dormaient, ils mangeaient, ils faisaient même leurs besoins sur le radeau pour pouvoir pêcher plus longtemps. C'est extraordinaire ce que tu me dis d'imaginer qu'ils puissent rester des nuits à dormir là, des nuits et des nuits à pêcher, à vivre ici. C'était
Des personnes courageuses quand même. Hein? Très courageuses. Des guerriers de la mer. Ouais. Les pêcheurs sont de véritables guerriers de la mer. Bah, dis donc, chapeau papa, bravo hein, papa. C'est l'endroit où nous allons plonger. On va avoir beaucoup de poissons de variétés différentes. Ouais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un bon jour pour apercevoir des requins, parce qu'ils sont en vacances. Bon, bah, j'ai de la chance. Hein. Je suis tombé en plein créneau de vacances. Très bien. Oh, ok. C'est toujours aussi agréable hein, d'être sous l'eau, d'observer comme ça la faune et la flore marine est en bonne santé, donc il y a une faune assez riche. Oui, on va lutter de toutes nos forces pour maintenir cet écosystème bien équilibré. C'est un objectif un peu difficile, mais on va le faire pour que nos petits-enfants puissent profiter de cet endroit. D'ici, on n'emporte aucun type de coraux. Les seuls souvenirs, c'est la mémoire et les photos. C'est ça, exactement. Molto obrigado. C'est une chouette balade, merci à toi. Salut les voyageurs. Je m'appelle Cali. Je suis de Salvador. Bienvenue chez moi. Je vous propose de me suivre pour une expérience gustative. Plusieurs fois par semaine, Kalian propose des balades gourmandes à Salvador de Bahia. On y va. Une manière originale de faire découvrir sa ville natale aux voyageurs de passage et de partager ses bons plans avec eux. La cuisine ici, c'est sacré. C'est religieux. C'est plein d'énergie. C'est partager des bons moments. C'est génial. J'adore ma ville. Avec près de 3 millions d'habitants, Salvador est la plus grande ville du Nord-Est. C'est aussi l'une des plus anciennes. Aujourd'hui, le food tour de Kalian traverse le quartier historique du Pelourinho. Un lieu qui abrite de véritables trésors d'architecture et dont les origines africaines s'expriment à travers la cuisine de rue. Cette échoppe d'Acarajé appartient à une famille qui a commencé à cuisiner ici il y a 69 ans. Dans ce lieu précis. La base de l'acarajé, c'est les oignons blancs et les haricots. L'acarajé, c'est un héritage des Africains. Les esclaves ont commencé à en vendre pour pouvoir payer leur émancipation, avant l'abolition de l'esclavage. C'est à ça que servait l'argent. Alors tu aimes? Oui, c'est croustillant. Oui, c'est très croustillant. N'ayez pas peur de vous salir quand vous en mangez. Après la découverte de ce sandwich local, le groupe va tester un autre incontournable brésilien, la cachaça. Cette cousine du rhum peut se boire, bien sûr, mais pas seulement. La cachaça est aussi utilisée en cuisine pour faire frire les crevettes. Ou pour faire flamber les crevettes. Ça relève bien les goûts. Wow! Vous voyez comme toutes les maisons sont colorées, c'est très intense. C'est exactement comme la nourriture ici. La cuisine à Salvador est très intense. On utilise tellement d'assaisonnements, de couleurs, ça crée une vraie énergie. La visite continue dans les petites ruelles où Kalian veut faire goûter une dernière spécialité de la cuisine de rue locale. Des beignets de crevettes bien assaisonnés.
Le piment est un autre ingrédient essentiel ici à Bahia. On aime bien faire les sauces pimentées. Maison? Maison, oui. Donc on ne peut jamais savoir à quel point c'est puissant. Donc faites attention, c'est toujours une surprise. J'en pleure. Au Brésil, tu voyages aussi par les saveurs. C'est un des sens qui est le plus stimulé, je pense, quand tu voyages au Brésil. C'est le fait de goûter plein de trucs différents. Ouais. Demander aux gens ce qu'ils mangent et manger avec eux, c'est le meilleur moyen de les connaître. Salvador de Bahia domine la deuxième plus grande baie au monde. Un carrefour culturel et commercial qui regorge d'aliments et d'épices, mais surtout de produits de la mer qu'on trouve ici à profusion. Une recette en particulier symbolise cette inspiration océanique. C'est la moqueca de poisson. Et c'est à Solar do Unao, une favela posée au bord de l'eau, que l'on trouve la meilleure cuisinière de moqueca, Dona Susana. Antonio, alors, cette pêche? Chez Susana, la cuisine, c'est une histoire de famille. Son mari pêche le poisson pendant que son fils prépare les ingrédients dans cette minuscule cuisine de rue. Les ingrédients sont la tomate, les oignons, les poivrons et la coriandre. C'est tout ce que j'ai mis ici. Susana aime cuisiner pour les autres, mais elle n'a pas eu que des bonnes expériences dans ce métier. Et il a fallu la convaincre pour ouvrir ce restaurant il y a quelques années. Un jour, j'ai cuisiné pour 50 ouvriers qui faisaient des travaux dans le quartier, mais je n'ai jamais été payée par leur patron. Donc, je ne voulais plus jamais cuisiner pour des gens. Puis un jour, des gamins du quartier sont venus me dire « Allez, Madame Susana, allez, recommence à cuisiner. » C'est comme ça que j'ai recommencé à cuisiner, même si je ne voulais pas. C'était il y a 10 ans. Et depuis, Susana s'est fait une réputation qui dépasse les frontières du Brésil. Les gens viennent du monde entier pour savourer sa moqueca pour 60 reals, à peu près 10 €. Mon restaurant, c'est mon bonheur, mon gagne-pain. En fait, j'avais 2 rêves. Un bateau pour mon mari, j'ai pu l'acheter et y mettre un moteur et monter un restaurant chez moi. Je suis très heureuse, très heureuse. J'ai mon restaurant ici, je travaille avec ma famille et mes voisins du quartier travaillent avec moi aussi. Ça me rend très heureuse. À Salvador, comme partout dans le Nord-Est, la cuisine de rue fait partie de la vie quotidienne et permet à ces quartiers populaires de s'ouvrir sur le monde. Luxuriante, là, c'est très très beau là. On est toujours sur le fleuve ou on est sur un bras du fleuve? Nous sommes en train de passer sur le fleuve Preguiça, en direction d'Atins. Ça prend environ 1h30 jusqu'à l'hôtel. Dans cette végétation, j'essaie de voir s'il y a des animaux, je sais pas, des oiseaux, des petits singes. Nous avons des singes, des ratons laveurs et des crocodiles. Toi, Pedro, tu as grandi aux abords du fleuve, peut-être même sur le fleuve? J'ai toujours vécu ici. Je suis né et j'ai grandi ici. En plus des gens qui vivent sur les rives du fleuve, il y a de plus en plus de personnes qui viennent pour le week-end. Bon dia!
assez surprenant de voir surgir comme ça des dunes, alors qu'on était dans une végétation très verte, très dense. Ce sable, il est apporté par la mer. Nous sommes très proches de la côte. Dans quelques minutes, on va déboucher sur la mer, à Athins. C'est très très beau. Salut Jérôme, bon dia. Bon dia Pierre. Bienvenue Merci à Athens. beaucoup. C'est très très joli ici. Un beau voyage. Hein. Oh là là. Alors tu sais que le fleuve s'appelle Rio Preguiças, ce qui veut dire lenteur. Donc à Athens, on apprend à ralentir. C'est un moment de calme, Très bien. d'apaisement. Allez. Attends, je vais t'aider Jérôme. Merci, c'est gentil. Adios. Ciao, ciao. Ciao, Pedro. Merci Pedro. C'est vraiment magnifique hein, cet endroit. Tu es venu t'installer ici il y a combien de temps? Comment ça s'est Je me passé? suis installé ici il y a 10 ans. J'avais toute ma vie à Paris et puis un jour, je me suis dit que c'était un peu une folie et qu'il fallait que les choses changent. Et tu faisais quoi alors avant? Je dirigeais plusieurs sociétés à Paris, j'étais industriel. Donc je suis venu pour un stage de kite parce qu'il y a beaucoup de kitesurf au Brésil. Ouais. Puis un jour, des amis m'ont parlé d'un endroit magique qui s'appelait Athens. J'y suis allé et j'ai eu ce coup de cœur incroyable. Et le jour même, j'ai acheté un terrain. Et le jour de ton arrivée? Ouais, le jour où je suis arrivé. Et qui est devenu la ferme de Georges. Mais ça a été une aventure terrible. Je suis arrivé à Athens, il n'y avait absolument rien. Quelques maisons de pêcheurs. On dormait à même le sol, pas d'eau, pas d'électricité. Puis finalement, avec le temps, je me suis dit, tiens, faisons un hôtel. Il a fallu que je trouve un architecte. Je m'approvisionne en bois parce que le bois vient de très très loin. Et on le fait venir en bateau, puis en barque. Et là, il y a des buffles avec des chariots qui viennent et qui les transportent. Absolument, oui. Ce qui est plus le cas aujourd'hui. Toujours. C'est aussi un moyen de transport. Il n'y a pas de taxi-buffle, mais en revanche, pour transporter les matériaux, parce qu'on est dans le sable, il n'y a que des chemins de sable à Athens. Il n'y a pas de route, donc c'est le meilleur moyen de transporter des matériaux. Ok. Bon, j'ai hâte de voir ta ferme du coup. Là, maintenant que tu m'en parles, je suis encore plus impatient de la découvrir. Donc on arrive dans la ferme de Georges. C'est ici? Ouais. Tu as le restaurant qui est à gauche avec la piscine. Ok. Le terrain de boules. C'est vrai? Ouais. C'est un pétanque. Ouais. Le jardin qui est là. Et puis par ici, tous les chalets qui sont ici sur plusieurs hectares. Mais c'est immense. Ça fait quelle superficie? Quelques hectares. Ah oui, t'es précis toi. Ouais, quelques hectares. Alors là, on arrive au forum. Super. C'est un chouette espace de partage. On écoute de la musique, on lit des bouquins, on échange dans toutes les langues. J'aime beaucoup. Et puis là, on arrive vers les chalets. Et je t'ai réservé un de nos plus beaux chalets, peut-être le plus beau chalet, qui est ma maison à l'origine, qui s'appelle le Tri-Chalet. C'est vrai? Oui. Merci. C'est la surprise pour ce soir. Ah bah dis donc, c'est une belle surprise. J'ai hâte de voir ça. Ouf. C'est superbe. Donc c'est un chalet fait de bois, vraiment du bois local qu'on a sourcé, et avec 3 chambres. Et puis une immense terrasse en plus là. Oui, il y a une très grande terrasse. Avec le hamac et tout. À Athens, tu as des dunes et du vent. Donc c'est magique le soir d'entendre le vent dans les cocotiers, dans les palmes de cocotiers. Et sans parler aussi des oiseaux, il y a aussi beaucoup d'oiseaux, des perruches qui volent au-dessus de nous maintenant. Mais il y a aussi beaucoup de faune en fait, et ça c'est exceptionnel. Et on l'entend au petit matin surtout. Au petit matin, c'est ça le meilleur réveil au monde, celui-ci. Ouais. Bon, bah, d'ailleurs en parlant de se lever, moi je vais me coucher. Hein. Ah oui, je vais me coucher. Ah, cette envie-là. Mais alors ne traîne pas trop Jérôme, parce que j'aimerais bien te présenter le jardin. Ah bah avec plaisir, on va y aller, ouais. Et puis il y a un petit verre d'amitié. Ah, alors si tu veux me présenter le jardin, ok, je viens. Génial, allons-y. Donc là, on est dans une seconde partie alors. Ouais, et le jardin qui est juste à proximité, juste à côté du bar. Ah bah il est grand ce jardin, il y a plein de choses, dis donc. Ouais. Il est bien vert, hein.
Et on a fait en sorte de l'installer à côté du restaurant pour avoir le circuit le plus court possible. Ah bah oui, enfin plus court c'était mettre la cuisine au milieu du jardin. Oui, c'est vrai. Je vois pas trop, mais il y a plein de choses. Alors là on est un peu en fin de saison, mais on fait en sorte d'avoir nos fruits et nos légumes organiques toute l'année. D'accord. Mais c'est vrai que c'était ce projet, la ferme de Georges. La ferme de Georges, parce que mon père m'avait rêvé de venir ici, puis il est mort avant, donc c'est un clin d'œil. Je n'avais pas l'appeler la ferme de Pierre. Et puis la ferme, parce qu'effectivement, il fallait tout de suite qu'on ait un restaurant et une ferme organique. Et pour les autres produits, donc la viande, les poissons, les œufs, le miel, on travaille avec des producteurs locaux depuis l'origine en fait. Et c'est la même chose pour l'équipe en fait. On travaille avec une équipe forte et stable depuis l'origine. Oui, absolument. Et qui est devenue presque une vraie famille en fait. Donc j'aime ça, j'aime vivre en tribu, j'aime vivre en famille et j'ai la chance de pouvoir faire ça aussi à Atins. Mais c'est vrai qu'il y a une petite saveur, il y a une particularité au Brésil. Parce qu'il y a cet enthousiasme, cette joie de vivre tout à fait unique en fait, et qu'on trouve rarement ailleurs. On a construit ces ponts pour que les animaux passent et ne se fassent pas écraser sur la route. Luciana est biologiste. Tous les matins, elle emprunte cette route, la Linha Verde, pour se rendre dans la réserve naturelle où elle travaille. Il y a des paresseux, des fourmiliers, des ratons laveurs, des tatous, des porcs épics. Différentes espèces d'animaux traversent la forêt d'un côté à l'autre de la route. La Linha Verde, la ligne verte, est une route méconnue et préservée qui s'étend sur 150 km dans le sud du Nordeste. D'un côté, elle borde le littoral et de l'autre, la forêt atlantique. Dans cette forêt primitive, qui a subjugué les Portugais à leur arrivée au Brésil, Luciana et son compagnon Cosme ont créé Arua, un observatoire ornithologique qui fait le bonheur des photographes animaliers. Toutes les espèces d'oiseaux de la forêt atlantique viennent sur ce perchoir. Ce sont des oiseaux que les ornithologues aiment voir de près, car ils sont très colorés, très beaux. La bonne distance, c'est l'oiseau qui la décide. Dans le cas de ce perchoir, il nous laisse nous approcher. Par contre, dans la forêt, c'est le contraire. Là, tu dois garder une distance, car si tu t'approches trop, il s'enfuit. Les prises de vue en pleine nature, c'est justement la suite du programme. Guidé par Cosme et Luciana, le groupe s'aventure au cœur de la forêt atlantique. Un des écosystèmes les plus menacés au monde, mais qui regorge encore d'oiseaux rares pour qui sait les chercher. Et pour cela, Cosme a ses petits trucs et astuces. Il répond. Des enregistrements sonores qui marchent à merveille pour les attirer à portée d'appareil photo. Là, c'est un sous-bois où une certaine espèce d'oiseau, les manakintijés... Ah, ils arrivent. Ils ont l'habitude de faire leur danse d'accouplement. Cet oiseau aime quand la forêt est plus calme. Ici, la forêt est plus fermée. C'est pour ça qu'il reste. Un peu plus loin, la forêt réserve une autre surprise à ses visiteurs. Un paresseux à crinière, une espèce endémique de cette forêt, perché tout en haut d'un arbre. Le paresseux ne boit pas d'eau, il mange des feuilles de légumineuses. Il boit la sève de leurs feuilles. De l'autre côté de la Linha Verde, l'océan Atlantique s'étire en de longues plages. Un autre écosystème, fragile lui aussi, est surveillé de très près. Comme tous les jours, Denise, biologiste pour le centre Tamar, un programme national qui protège les tortues de mer, fait sa tournée sur une zone de ponte.
Nous sommes à Praia do Forte. C'est la zone où on trouve la plus grande concentration de nids. On est parallèle à la Linha Verde. C'est un site très fréquenté par les touristes ici à Bahia. Ce matin, elle rejoint Antonio, un pêcheur local qui travaille avec elle. Ensemble, ils repèrent et protègent les nids du piétinement de ces vacanciers et de l'érosion de la marée. Bonjour Antonio. Comment ça va? Ça va. On sonde le sable avec ce bâton pour trouver l'emplacement du nid. C'est là. Voilà les œufs. On commence déjà à les voir. Ils sont à peu près à 50 cm de profondeur. Parmi les 5 espèces qui existent au Brésil, on en a 4 qui se nourrissent et se reproduisent sur la côte du Nordeste. Mais ici, c'est principalement une zone d'alimentation des tortues vertes. Le nid est à l'abri de l'eau. On peut le recouvrir. On va mettre ce repère, c'est le numéro 190. On compte 2 longueurs de main et on enterre le piquet. Avec ces repères, les nids sont visibles de tous et les œufs peuvent tranquillement attendre leur éclosion dans une 50aine de jours. La période de ponte s'étale entre le mois de novembre et le mois de mars, le moment où la température de l'air et du sable est la plus chaude. La tournée de Denise et Antonio continue, mais cette fois, ils vont voir comment se passent les éclosions sur les nids marqués il y a plusieurs semaines. Il y avait 75 bébés tortues dans ce nid. On estime que sur 1000 tortues qui arrivent à la mer, seules 1 ou 2 atteignent l'âge adulte et par conséquent la capacité de se reproduire. Les pieds des touristes, les nombreux prédateurs ou encore la difficulté de s'extraire du nid sont autant de facteurs de mortalité. Mais aujourd'hui, grâce à Denise et Antonio, ces bébés tortues ont exceptionnellement droit à un petit coup de pouce pour démarrer leur vie. Pour moi, c'est un moment de grande émotion. Même si j'ai fait ça depuis plusieurs années, pour chaque tortue qu'on remet à la mer, on est fiers de notre travail. Depuis son inauguration en 1991, la Linha Verde et les milieux préservés qui l'entourent rassemblent toujours plus d'amoureux et de protecteurs de cette nature fragile. C'est complètement hallucinant ce paysage. C'est incroyable. Ouais, c'est un parc vraiment unique au monde. 1500 km², ah ouais. 25 par 65, avec d'un côté l'Atlantique et de l'autre la forêt tropicale. La couleur du sable est assez troublante en fait. C'est très blanc. Tu as des nuances de jaune, de vert, de bleu. Et il y a une étude intéressante de la NASA. Chaque année, il y a 200 millions de tonnes de sable qui sont portées par les vents en direction de l'Amazonie. Et donc on peut imaginer qu'ici, le mélange de sable, c'est une partie de sable africain. Ah oui, genre Sahara? Oui, c'est en fait un mélange de sable des continents. Ah, c'est étonnant, cette espèce de prouesse de la nature d'arriver à transporter des déserts d'un bout à l'autre de la planète. C'est sublime. Hein. Jérôme, je vais t'emmener voir une lagune spectaculaire. Ouais. Très belle. Tous ceux qui viennent à Lençóis doivent la voir. J'en fais partie. Hein. Je suis là pour les voir. C'est quand même unique au monde. Alors elle se trouve où? Derrière cette dune là? Juste après la dune, oui. Ah. C'est un désert qui ravit les jeunes comme les adultes. Les jeunes aiment y retrouver un Star Wars. Ah oui. Les adultes, un Laurence d'Arabie. Le lieu est très inspirant. Ouais. Tu te
souviens de ta première visite ici? Je pense qu'on n'oublie pas ça. Bien sûr, bien sûr. Quand tu es venu acheter le terrain? Je crois que j'y suis allé le lendemain en fait. Okay. Ouais. Et le choc est vraiment incroyable. On a envie de s'y poser, de s'y reposer, d'y méditer. Oh là 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 là. Voilà, tu as un des premiers lagons. Impressionnant. Il y a le sentiment de vivre un mirage un peu, tu vois, d'avoir une telle quantité d'eau là, nichée en plein cœur du désert. Et j'imagine que c'est ce genre de piscine naturelle, il y en a partout finalement. Il y en a des centaines et des centaines. Ouais. Il pleut de janvier à février, jusqu'à 2 mètres d'eau. Ouais. En 3 mois? En 3 mois. Il y a peut-être aussi des poissons? Oui, absolument. Non, c'est vrai? Oui, tout à fait. Ouais, alors ce qui est fou, c'est que chaque année, les lagons s'assèchent. Ouais. Et la pluie revient, la nature reprend ses droits et les poissons reviennent. À la fois par l'Iguarapé, qui est la petite rivière, mais aussi parfois par des bras de mer qui sont connectés. Bah, je trouve ça totalement à la fois surréaliste et fascinant. L'impression d'être sur une autre planète en fait. Et ce qui est fou, c'est de se dire que chaque année, le spectacle est différent. Ouais. Jérôme, ce que je te propose, c'est qu'on aille dans une autre partie du parc, à pied. À pied? Ouais, il y a 3 oasis dans le parc des Landshoïs. On va aller dans une des 3 et on va rencontrer des locaux qui sont là, qui vivent en famille. Dans le désert? Dans le désert. Et c'est un beau moment à partager avec eux. Obrigado, Osiel. Sois prudent sur le retour. Hein. Salut. Opa, Osiel. Muito obrigado. Ciao, ciao. Alors c'est où? C'est derrière? Oui, par là-bas. Des kitesurf? Ouais. Mais non. Je vais de surprise en surprise aujourd'hui. Hein. Bon dia. Hola. Hola, donc ça c'est pas du portugais? Espagnol. Ah, d'accord, très bien. Bonjour tout le monde. Vous êtes venu spécialement faire du kite ici dans le nord-est? On est venu de Kumbuko à Atins après un voyage de plusieurs jours. On explore les différents spots de kitesurf avec mes amis. Et alors, de kiter dans un endroit comme ça aussi atypique, aussi insolite même, c'est comment? C'est très spécial ici, vraiment différent. On a remonté la côte pour venir découvrir les Landshoïs, qui est un parc réputé pour le kite à cette période. Ouais, c'est ça. Toi, j'imagine que tu as dû kiter aussi dans ces bassins. Oui, très souvent. Je suis venu au Brésil pour le kite, donc c'était l'idée du départ. Ouais. Et à la ferme de Georges, on a la maison de plage et on peut partir directement en kite par l'océan et venir directement dans les lagons. Mais non. Oui. En kite? Oui, tu prends la mer et puis ensuite il y a un passage en rivière et puis après tu sautes la dune et tu arrives dans le lagon. Ah, tu sautes la dune en plus en volant? Presque, ouais, c'est presque ça. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est génial. Kiter dans le lagon, c'est un rêve de kiter. C'est vrai? Bah, imagine lorsque tu es en hauteur, tu vois autour de toi un désert, donc c'est tout à fait incroyable. Ouais, j'imagine aussi, oui. Eh bien écoutez, profitez bien. Hein. Ciao, ciao. Merci, muchas gracias. Adios. Adios. Ciao. Plus on avance au cœur du Nord-Est, plus les paysages ont des airs de Far West. À 400 km de la côte, dans l'état de Bahia, une région en particulier a alimenté les fantasmes des explorateurs au XIXe siècle. La Chapada Diamantina et sa capitale, nommée elle aussi Lençóis. Lençóis a été construite en 1845, au début de l'exploitation des diamants. Une grande quantité de diamants était exportée vers l'Europe. Delmar et Silvano sont les descendants des milliers de garimperos, des chercheurs de diamants venus du monde entier, qui ont fait autrefois la bonne fortune de Lençóis. Pour le plaisir, ils ressortent de temps en temps les outils de leurs ancêtres et font un tour à la rivière. C'est une belle journée pour chercher des diamants. Comme à l'époque, Silvano utilise plusieurs tamis de maillage différents pour filtrer les cailloux par taille, en commençant par les plus gros. Là, il n'y a pas de diamant, mais s'il y en avait, il serait très grand et très beau.
Si on en trouve ici, il vaudrait au moins 5 000 $. Imagine combien de diamants sont sortis de cette rivière. Ici, il n'y a pas un seul endroit qui n'a pas été retourné par les garimpeiros. La façon de s'asseoir, la façon de tamiser, la façon de trier, c'est comme une reproduction d'un héritage culturel de nos ancêtres, ceux qui ont été à l'origine de cet endroit, la région de Lençóis. Bon, on n'a pas trouvé de diamants, et pourtant c'est un endroit propice pour ça. Trouver un diamant aujourd'hui n'est plus aussi simple qu'à l'époque des ancêtres. Un jour prochain, peut-être, Silvano pourra rajouter une belle pierre à la collection familiale. Ça, c'est la collection que mon père m'a laissée. Très belle pierre. J'en ai peu, mais ce sont toutes des pierres pures. Elles sont déjà taillées? Non, elles sont toutes naturelles. Les garimpeiros disent que c'est le diamant qui choisit celui qui le trouve. Et regarde le diamant qui t'a choisi, toi et ta famille. Félicitations. Concurrencée par les mines d'Afrique du Sud, la ville sombre dans un lent déclin à partir des années 1870, jusqu'à l'arrivée, 100 ans plus tard, d'un homme providentiel. Quand je suis arrivé il y a 40 ans, la ville était en complète décadence. C'était comme rentrer dans un vieux western en noir et blanc. Mais les gens étaient tellement accueillants. Immédiatement, dès que je suis sorti du bus, je me suis dit « Waouh, ça y est, j'ai trouvé et j'en ai fait ma maison ». Depuis ce jour-là, Roy, l'Américain arrivé ici un peu par hasard, a consacré sa vie à ce territoire. Il y a redécouvert les sentiers empruntés autrefois par les garimpeiros et toutes les richesses naturelles de ces montagnes. La géologie ici est fantastique. Il y a les falaises de grès, il y a l'histoire des diamants, l'histoire culturelle, les plantes qui sont vraiment uniques. C'est vert et on peut marcher partout. C'est juste un endroit fantastique pour marcher. En 1985, Roy obtient la protection de ces montagnes par les autorités brésiliennes avec la création d'un parc national, le parc de la Chapada Diamantina. Une décision qui entraîne des retombées économiques importantes pour les communautés locales. Salut Julia. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Julia, une jeune fille de Lençóis qui voudrait devenir guide. On va aller à la grotte. Je vais te montrer quelque chose d'intéressant. Au programme, un petit cours d'histoire géologique dans l'une des grottes monumentales de la Chapada. Le plafond, c'est de la roche conglomérée. Au-dessous, tu as le grès rose et au milieu, il y a une couche inclinée. Et ça, c'était les dunes de sable du temps où le désert était ici. L'Afrique et l'Amérique du Sud étaient collées. Donc les diamants qu'on trouve ici sont les mêmes diamants qu'on trouve en Afrique. Donc nous sommes toujours connectés à l'Afrique avec nos diamants ici. Le parc représente une forme de travail pour nous qui sommes nés ici, les natifs. Nous avons accompagné la transformation de cette région qui est passée de l'orpaillage au tourisme. De nouveau fréquentées par des visiteurs venus profiter de cette nature unique, les montagnes de la Chapada Diamantina et leurs habitants rentrent dans une nouvelle époque de prospérité. Il y a très peu de petites maisons là. Une, deux, Ouais. trois, quatre en fait. Il n'y a qu'une seule famille qui vit ici. Ah oui? Ouais. Ok. Toc toc toc. Papa Ézéchiel. Bonjour Ézéchiel.
Tout va bien? Heureux de te revoir. Est-ce que vous faites de te voir de nouveau? Et c'est comme Jérôme. Salut Frances. Vous devez avoir chaud. Vous voulez un peu d'eau de coco? Si, por favor. Oui, 2 s'il te plaît. Ah, super. Vous connaissez depuis combien de temps avec Ezequiel? On se connaît depuis 5 ans. Ah, muito obrigado, super, magnifique ça. Oh là là, y a rien de mieux. Chin. C'est bon. Alors toi, Ezequiel, tu as toujours vécu ici? Tu as grandi là? Oui, depuis tout petit. Quand j'avais 1 an et demi, ma mère a pensé qu'il valait mieux que je sois élevé par mes grands-parents. Aujourd'hui, je travaille dans le tourisme. Je fais des balades, des circuits de 3 ou 4 jours. C'est merveilleux de vivre ici. Oui. Bah ça, oui, je confirme. Tu nous fais visiter la maison? Oui, avec plaisir. Super. Bon, je termine ça. Hop. Ça, c'est le puits. Ah ouais. Ça nous permet d'avoir de l'eau pour laver, cuisiner ou pour prendre un bain. Ah oui, on entend l'eau. Là-bas, c'est l'électricité. Un panneau solaire. On utilise cette énergie le soir pour s'éclairer, pour recharger les batteries, pour le réfrigérateur aussi. Ici, c'est notre maison. C'est ta maison? On peut aller voir? Oui. Merci. Voici ma grand-mère, Donna Regina. Ah, boa tarde. Enchanté. C'est elle qui cuisine pour toutes les personnes qui viennent dormir ici, qui font des circuits, qui font un trek. Donc c'est vous qui allez nous faire à manger ce soir alors? Je vais cuisiner aujourd'hui. Ah super. Très bien. Pour le dîner, on va les pêcher. Ah ouais. Et puis ma grand-mère fera griller le poisson. Génial. T'es un bon pêcheur? Et toi? Ça dépend. Quand il y a du poisson, j'ai envie de dire. Ok, on va essayer à 2. Allez, on y va. On vous ramène une pêche miraculeuse, hein, Regina. Voilà le filet pour pêcher. Ah super, le filet? Très bien. Et c'est là que je dors. C'est ton lit? Ok. Tu as des activités, je vois qu'il y a un quad ici. Le quad, on l'utilise surtout pour aller faire des courses. Notre quotidien, c'est surtout le travail avec les touristes. Et on s'occupe des animaux. On a des chevreaux, des cochons, du bétail, des poissons d'élevage. Surprenant ce paysage parce qu'on n'a plus l'impression d'être dans le parc. Là. Ouais, il y a trop de végétation, trop d'eau. C'est très différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ouais. Boa tarde. Boa tarde. Jérôme. Jérôme. Oui. Antonio Carlos. Rien que ça. Enchanté. On place ça, moi je passe ça. Tout bon. Bienvenue dans cet endroit. Alors comment on fait pour vous aider? Il faut aller dans l'eau? On va lancer le filet de là-bas et revenir. D'accord. Ok. Et on récupérera le poisson ici. Ok, très bien. Ok, ça marche? Ouais, on fait ça. Jérôme, prêt pour l'aventure? Bah écoute, on va remonter le pantalon parce qu'on n'est jamais à l'abri. T'as déjà fait ça, toi? Oui. Ah oui, bon, bah alors, tu vas me montrer. Le panier. Ah oui, ça a l'air gros. Il y a du petit et du gros. Hein. Il y en a un là, ici, fais voir.
Attention, celui-là il mord, c'est très dangereux. Allez. Oh. Ah, mais il est rentré dedans. Hop. J'avais une chemise blanche. J'avais. Je parle au passé parce que c'est fini. On a maintenant la même tenue en fait. On est tous habillés pareil. Regarde. On est partout. Toi, tu t'en es bien sorti. Je suis un peu resté à distance. Bah, c'est pour ça. Tu m'as dit oui, j'ai déjà pêché. Tu m'as laissé faire. J'ai bien compris la technique. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez assez ou pas? C'est vrai? Super. Bah, bravo. Hein. Allez, on va donner ça à ta grand-mère alors. Magnifique. Allez, Régina. Allez, hop. Allez, faut tout manger, Régina. Hein. Voilà. Merci. Merci. Merci de votre accueil, parce que ça, c'est vraiment précieux aussi. Hein. Donc, molto obrigado, molto obrigado. Et j'avais juste une question. Moi, je me posais la question tout à l'heure. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de personnes comme vous qui vivent dans le parc? Ici, à Baixa Grande, il y a 6 familles. Mais dans la totalité du parc, il y a 13 maisons, 13 familles. Au total, ce sont environ 40 personnes qui vivent ici. Ok. Je suis très heureux et honoré d'avoir pu partager un petit moment de votre journée. Bon, on le mange ce poisson ou pas? Allons-y. Allez. Je le partage. Juste grillé. Hop là. C'est vraiment la première fois que je mange du poisson du désert. Hein. C'est comme un poisson unique. Hein. Donc c'est ici que nous allons dormir. Oh, c'est une grande chambre. Ouais. Ah. Pas de bruit, hein. Non, pas de bruit. Surtout pas. Ah. Eh bien, écoute, une très belle nuit. Je pense qu'on va dormir comme des bébés. À toi aussi. Dors bien, à demain. À demain. Le sentiment d'immensité qui se dégage des paysages du Nord-Est invite le voyageur à prendre son temps pour se ressourcer. La vallée de Capan, dans le parc national de la Chapada Diamantina, est une étape appréciée par les voyageurs au long cours qui y passent souvent plusieurs semaines. Un cadre idéal pour pratiquer la méditation et le yoga. On se connecte à la nature, à la cascade, aux montagnes, aux éléments. La vallée du Capon, c'est une vallée enchantée, magique. Et c'est ça que les gens y cherchent, cette connexion avec la nature profonde, avec les montagnes, les cascades. Regardez ça. Ça régénère. Je voyage depuis 9 mois en sac à dos à travers l'Amérique latine. Quand je suis arrivée ici, je suis immédiatement tombée amoureuse de l'endroit. Un peu plus loin dans le parc, dans la vallée de Patti, le meilleur moyen de faire un pas de côté, c'est de participer à un trek de plusieurs jours. Bonjour, vous pouvez m'appeler Vinny. Aujourd'hui, on va marcher environ 14 km. On va faire 5 ou 6 heures de marche pour voir les points de vue du sommet de la vallée de Patti. Ok? Ce matin, ce groupe de Français rencontre leur guide, Vinicius. Allez, on y va les amis. Qui va les accompagner pendant 3 jours. Le trek de la vallée de Patti est considéré comme l'un des plus beaux treks du Brésil. Pour qui n'a jamais fait de trek dans sa vie, c'est une bonne initiation. On peut contempler différents types de végétation en peu de temps. La forêt sèche, une végétation de montagne et la végétation de la forêt atlantique. Il faut quand même être en bonne condition physique pour s'engager dans ce parcours qui peut se pratiquer toute l'année. Au bout d'1 heure et demie de marche,
Vinicius va pouvoir montrer concrètement à quoi ressemble le terrain de jeu du trek. Voilà la vallée de Patti. Regardez là, on est sur le sommet de la vallée. Devant nous, il y a le Mont Blanc. Et là, le château Castelo Rio. L'idée pour aujourd'hui, c'est de descendre. Tourner à gauche, là, dans la forêt, pour prendre un chemin étroit et puis plonger dans les cascades. En suivant les pas de Vinicius, le groupe pénètre dans un territoire qui s'étire sur plus de 1550 km². Une région reculée et peu habitée, totalement coupée du monde. Exactement ce que recherchaient ces randonneurs. Je voyage sur le long terme au Brésil. Je me fais à peu près 2 mois. Et en fait, ça me permet de couper de la vie quotidienne où je suis dans une grande ville. Comment dire, ton cerveau en ébullition. Et là, du coup, ça permet de se poser pendant le voyage. Là, je suis avec ma sœur jumelle et on est parti pour 3 semaines au Brésil. C'est le cadeau de nos 30 ans. Forcément, il faut faire un peu d'effort, mais on vient chercher ça aussi. Un peu les défis sportifs. Donc voilà, contente d'être là. À la fin de cette journée de marche, les cascades promises par Vinicius apportent un réconfort bien mérité. Pour ces voyageurs, ce trek au cœur du parc national de la Chapada Diamantina ne fait que commencer. Mais ils se sentent déjà loin, très loin de leurs habitudes. Bom dia! Bom dia! Dia! Concha? Dia! Bon, obrigado. Jérôme? Bom dia, un prazer. Bonjour, enchanté. Moi, c'est Nunato. On va les cueillir, ces açaïs? Je n'ai jamais vu ce fruit, à part quelques fois là, ici, dans les restaurants, mais en tout cas sur son arbre. Et surtout, je ne pensais pas qu'on allait prendre une barque pour aller faire la cueillette, moi. Oui, il faut y aller en bateau. C'est bien plus facile d'y accéder par le fleuve. Et ensuite, on a besoin du bateau pour rapporter l'açaï. Ok, d'accord. Hop. Hop. C'est la forêt, elle est très dense ici, hein. On est seul au monde, c'est vraiment très agréable comme sensation. Oui, c'est très beau. Ceux qui ne rentrent pas dans la forêt ne peuvent pas voir cette beauté. C'est un vrai privilège. Toi, tu as grandi ici, dans la région? Non, je suis née et j'ai grandi à Rosario, mais j'habite ici depuis 22 ans. Okay. Quand je suis arrivée ici, je n'avais pas de métier, je n'avais rien. Et l'açaï est devenu mon moyen de subsistance. J'ai commencé à organiser des balades, amener des gens à la maison. Et en fait, c'est ce que je fais toujours maintenant. Et tous ceux qui viennent veulent apprendre à connaître ce paradis. Et c'est normal. En tout cas, ce changement de vie a l'air de vous avoir réussi. Vous avez toujours un sourire radieux au visage. Ah, merci d'avoir remarqué mon beau sourire. Alors, ils sont où les açaïs, là? Là-bas, je vais te montrer une grappe. Faut que tu me montres l'arbre. C'est quoi? C'est un palmier qui donne les açaïs? Oui, c'est un palmier. Il faut qu'il coupe pour pouvoir monter. Ah, c'est lui qui veut... Ah, il faut monter carrément. Il dégage la zone pour accéder au palmier et pour cueillir les açaïs. Ouais.
Et fais attention, hein. Tranquillo, hein. Tu grimpes avec une facilité déconcertante, hein. Et il a de la pratique. Ça fait 15 ans qu'il fait ça. Et il aime monter et descendre avec les grappes d'açaï. Ouais. Comme ça. Est-ce que tu as peur de temps en temps quand tu le vois grimper comme ça? Oui, j'ai peur. Surtout quand il descend. Il y a des arbres qui se plient sous le poids et qui peuvent se casser et le faire tomber. Ça te fait rire? D'accord. Bon. Mais c'est déjà arrivé une fois. La branche s'est cassée et il est tombé dans le fleuve. Bravo! Quel acrobate! Ah ouais, je suis impressionné, hein. Tu vois cette maison? C'est là que j'habite. Là? Oui, c'est notre petit paradis. Et Nonato, il vient avec nous après? Et il est allé ranger le canoë, mais il va revenir. Ah, d'accord. Il sera là dans 2 minutes. Tu veux ça là? On va mettre ça là. Oh, il y a un pont. Oui, j'en ai d'autres. En tout, il y en a 4. Il n'y en a pas 4, il y en a 5. Regarde. Bon, ok. Je suis d'accord. Allez, viens. Tu peux mettre l'eau. Je coupe la machine. La purée d'açaï est prête. On va pouvoir la goûter. Ok, ça marche. Ah, voilà le nectar. Du poisson? C'est très bon avec l'açaï. Oui. Très bien, bah goûtons. Ça a l'air onctueux, hein. Maintenant, tu ajoutes de la farine. Farine de manioc? Oui, de la farine de manioc. Ok. Bon, je suis curieux quand même de goûter ça avec du poisson. Vous permettez? Bien sûr. Allez. Tu aimes? C'est un goût que je ne connais pas, une saveur que je ne connais pas. Bon, je me lèverai pas la nuit pour en manger. Mais je crois qu'il y a des propriétés vraiment intéressantes dans ce fruit. Oui, il est antioxydant, anti-inflammatoire et il est plein de vitamines. Ok. C'est un vrai médicament. Si je veux en ramener, combien coûte un litre? 1 litre de pulpe coûte 30 réals. Oui, donc ça fait quoi? 6 € le litre? C'est pas cher au regard du travail que ça demande. Oui, il faut travailler dur toute la journée, grimper, et il y a des risques de chute. Je monte toujours avec précaution. Quand on voit que l'arbre commence à se tordre, il faut descendre. Bah oui. Mais c'est bien, c'est une aventure. Et ben, vous êtes courageux tous les deux. Et vous êtes en plus courageux parce que c'est pas seulement grimper, il faut aussi faire attention aux anacondas. Bah oui, il faut quand même braver les dangers, quels qu'ils soient. Merci pour tout. C'était vraiment chouette. Tu vois, je vais même regoûter parce qu'il n'est pas impossible que je commence à aimer ça. Ah. Et voilà votre jus de fruits. Muito obrigado. Merci beaucoup, c'est magnifique. C'est absolument délicieux. Voilà, mon voyage au Brésil se termine. Ça a été une véritable belle découverte pour moi. D'une part parce que je trouve que l'accueil ici des gens est vraiment très chaleureux. Les gens sont extrêmement généreux, toujours souriants. Ce sont des vrais rayons de soleil. Ça permet d'embellir le voyage.
Mon coup de cœur restera le parc des Lençóis avec ce désert absolument unique au monde, d'une grande beauté. On se croirait sur une autre planète avec ces piscines naturelles, ces oasis comme ça en plein milieu d'un désert blanc. C'est juste magnifique. Je remercie Pierre de m'avoir emmené dans cet endroit, m'avoir fait rencontrer Isakiel et sa famille également, qui reçoivent les visiteurs, les randonneurs avec beaucoup de cœur. Et je remercie également pour leur enthousiasme Gabi, Consao et Savio. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir cette émission en replay, suivre les coulisses des tournages sur les réseaux sociaux. Et puis d'ici là, je vous dis bien, prenez soin de vous. À très bientôt. Adeus, ciao. Mais bisous, tous, des Brasil.